Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 57e épisode, avec Marie-Morgane Abivin, ingénieure de recherche en réalité virtuelle et médiation à l'ENIB, nous explorons les liens féconds entre humanité numérique, environnement virtuel et patrimoine. Docteur en histoire des sciences, spécialiste des patrimoines maritimes et portuaires, la chercheuse se consacre, au sein du Centre européen de réalité virtuelle, à développer des scénarios de médiation pour faire de la 3D immersive un outil scientifique au service du savoir et de sa diffusion. Marie-Morgane Abivin, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieure de recherche à l'ENIB, historienne des sciences et des techniques, spécialiste des humanités numériques. Et ton domaine de recherche, ton domaine d'activité, c'est la médiation au travers de la réalité virtuelle. C'est ça. J'ai bifurqué un peu dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique lors de ma thèse, alors que j'avais commencé un cursus entre guillemets classique en histoire. Et donc tu partais d'une histoire récente, ou plutôt d'histoires anciennes, hein? Alors j'ai fait 2 masters en histoire. Le premier master, j'étais plus en histoire ancienne. J'ai toujours été très, très intéressée par le domaine des musées et de la culture en général, donc je m'étais intéressée à l'étude, à la valorisation des objets archéologiques dans les musées. Donc j'étais plutôt sur une histoire ancienne, on va dire, et pour le second master, je me suis plus intéressée à l'histoire contemporaine. Ta thèse, tu l'as réalisée sur le patrimoine maritime, hein, sur le patrimoine portuaire? Oui, c'est ça. En fait, c'était une thèse qui abordait en fait l'histoire de l'arsenal de Brest en comparaison avec un arsenal qui est beaucoup plus ancien, qui est celui de Venise. Donc, le principe de cette thèse, c'était d'étudier s'il y avait des comparaisons intéressantes à effectuer sur, par exemple, les unités de production industrielle ou sur des systèmes techniques en particulier, comme des grues, par exemple, pour essayer d'établir une comparaison entre ces deux arsenaux. Et le but premier, c'était vraiment de développer un outil qui employait la réalité virtuelle pour apprendre des choses. Et dans les 2 cas, ce sont des ports qui sont à la fois industriels et militaires, ou c'est des aspects qui t'ont pas intéressé, toi? Moi, ce qui m'a intéressée, en fait, dans l'étude des arsenaux, c'était vraiment de se focaliser sur des points communs entre les 2. Donc je me suis principalement intéressée aux unités de production industrielle. Donc forcément, il y avait un lien avec le militaire, hein, bien entendu, puisque c'était, des unités de production industrielle qui avaient pour vocation de construire, les navires, militaires. Donc je me suis intéressée aux forges, je me suis intéressée aux corderies également et principalement aux engins de levage, entre, les grues de Brest et les grues de Venise. Et comment on modélise tout ça? Qu'est-ce qu'on modélise, en fait, hein? Alors, concernant la modélisation et l'outil en réalité virtuelle, j'avais, un cas d'usage, qui était brestois, puisque ce cas d'usage, c'était les forges de Pontagnoux, à Brest. Donc, les forges de Pontagnoux se trouvent en contrebas des Capucins. Donc il fallait forcément un cas spécifique pour pouvoir développer cet outil-là. Et en fait, quelque temps avant ma thèse qui a débuté en 2016, il y avait une captation lidar qui avait été effectuée dans les forges à Brest. Donc la captation lidar, c'est un laser qui va donc capter l'environnement et générer un nuage de points. Et en fait, la modélisation va démarrer à partir de ce nuage de points. Donc on avait finalement une base sur laquelle travailler. Et donc un environnement 3D qui a été construit, et donc c'était entre guillemets le point de départ de cet outil. Et le but, c'était vraiment, moi, de réunir le maximum d'informations possibles sur ces forges. Donc forcément, j'ai fait un travail d'historienne classique, entre guillemets. Je suis allée aux archives. Donc c'était le service historique de la défense à Brest, c'était des archives de DCNS Naval Group, ça a été le service historique de Vincennes, et j'ai aussi beaucoup travaillé avec d'anciens forgerons, donc qui connaissaient parfaitement le lieu et qui m'ont apporté énormément d'informations très intéressantes sur les conditions de travail, sur les gestes techniques, enfin vraiment le quotidien d'un forgeron à cette époque-là. Et donc mon but, c'était de réunir toutes ces informations
et de générer une base de connaissances que l'utilisateur allait pouvoir ensuite interroger dans l'environnement virtuel. Donc après, le but, c'est de pouvoir reconstituer, des espaces, des gestes, des processus? Voilà, exactement. En fait, le fil rouge de ma thèse, c'était vraiment l'activité humaine. Donc on s'intéressait à la fois au système technique, mais également à l'ouvrier, à son savoir-faire, à comment est-ce qu'il a appris le métier, comment il se comportait, s'il y avait des comportements spécifiques à adopter pendant les procédures. Et on s'intéressait aussi à toutes les connaissances qui sont nécessaires vraiment pour pouvoir mener une activité industrielle euh, avec ces systèmes-là. Comment cette réalité virtuelle va être, utilisée ou à quoi cette réalité virtuelle va être utilisée? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'ajouter ça à simplement une description qui pourrait être, littéraire ou graphique d'un objet historique? En fait, le but d'utiliser la réalité virtuelle dans ce cas-là, finalement, il est double. C'est-à-dire que quand on modélise en fait un système technique ou un objet du patrimoine, on garde une trace de ce patrimoine. Dans le cas où, par exemple, un édifice peut éventuellement être détruit ou voilà ou avoir des modifications, le fait de le numériser va permettre de garder une trace à l'instant T de ce patrimoine. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est que on peut utiliser cette modélisation 3D pour valoriser ce patrimoine auprès du public, mais ça peut être également pour des professionnels voilà du patrimoine. Ça peut être un outil de prise de décision, par exemple. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir prolonger la vie de ce patrimoine, mais également de l'utiliser d'une autre manière, de pouvoir incorporer de la connaissance dans ces environnements virtuels. Et en l'occurrence, dans le cas de ma thèse, c'était vraiment de pouvoir travailler sur les archives, de travailler également beaucoup avec les experts de ces forges, qui étaient donc les anciens forgerons, de pouvoir réunir le maximum d'informations et de pouvoir injecter, entre guillemets, cette connaissance dans l'environnement virtuel, pour pouvoir à la fois découvrir cet environnement, mais également de pouvoir comprendre comment il fonctionnait, comment se comportaient les ouvriers dans cet environnement. Donc le but, c'est vraiment d'acquérir le maximum d'informations sur la gestuelle technique, par exemple, sur le fonctionnement de ces systèmes techniques. Donc par exemple, dans le cadre des forges de Pontagnoux, il y a donc le marteau pilon, qui est un marteau pilon qui est très ancien, qui est particulier. C'est vraiment un joyau du patrimoine qu'il faut valoriser, mais qui a un fonctionnement relativement compliqué aussi. Donc le but, c'est vraiment d'expliquer aux utilisateurs comment fonctionnait ce système technique, comment est-ce on transportait une pièce métallique depuis le four jusqu'au marteau pilon, comment est-ce qu'on formait des pièces métalliques avec ce système technique. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de transmettre de la connaissance à travers ces outils-là. Et est-ce que, au fur et à mesure que tu mets en place base de connaissances, hein, le fait de devoir l'adapter pour la réalité virtuelle, ça t'a amené à poser des questions que tu n'aurais pas posées autrement ou à peut-être confronter ce qui t'était, proposé ou, peut-être des façons de le présenter qui seraient qui n'auraient pas eu lieu d'être si ça avait été un simple recueil de témoignages. Du coup, pour construire la base de connaissances qu'on va, entre guillemets, injecter dans l'environnement virtuel, j'ai appris à faire de l'ingénierie des connaissances. Et donc l'ingénierie des connaissances, c'est modéliser la connaissance qu'on va ressortir des archives, par exemple, ou des entretiens avec d'anciens ouvriers. Et le but d'une anthologie, c'est vraiment de réfléchir parfaitement à l'organisation en fait des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça vient vraiment de la philosophie, hein, finalement. C'est essayer de décortiquer finalement les choses pour pouvoir injecter davantage d'éléments, en fait, qu'on ait le maximum de détails pour que le système, par exemple, soit décrit au maximum. Donc ça m'a
ça m'a permis de vraiment réfléchir à finalement qu'est-ce qu'est un système technique, quels sont les différents éléments qui composent ce système technique, quels sont les différents types d'énergie, quelles peuvent être les évolutions de ces systèmes d'énergie. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'aller au maximum dans le détail pour pouvoir couvrir vraiment le maximum d'informations sur ces éléments-là. Donc finalement, ça m'a permis d'être encore plus précise dans mon analyse. C'est vrai que en tant qu'historienne, voilà, j'avais une méthode qui était entre guillemets classique où j'allais chercher des informations sur le concepteur, par exemple, de ce système, sur éventuellement des modifications de ce système. Mais le fait d'utiliser l'ingénierie des connaissances, ça m'a permis d'être beaucoup plus spécifique dans mes recherches et d'aller encore plus loin finalement dans ces recherches. Et ce qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus précise dans mon travail, c'était de pouvoir finalement aller chercher les informations ailleurs. Finalement, ça a été par exemple de faire venir d'anciens forgerons, de les immerger dans l'environnement virtuel et de mener des entretiens dans l'environnement virtuel, mais également des entretiens classiques en face à face avec un questionnaire. Donc ça permet finalement d'avoir des informations qu'on n'a pas forcément dans des entretiens classiques. C'est vrai que quand j'avais mené des entretiens avec les forgerons, le fait d'être face au marteau-pilon ou à la grue, ça leur a permis d'avoir des informations qui n'étaient pas forcément venues en entretien classique. Donc finalement, ça m'a permis de développer d'autres façons de travailler avec ce projet-là. Tu as parlé des humanités numériques, c'est une discipline ou une sorte de discipline qui est pas encore très connue. Comment tu la définirais? En fait, les humanités numériques, c'est d'un côté, il y a les humanités, donc c'est finalement les sciences humaines et sociales qu'on connaît aujourd'hui, hein. Et le numérique, c'est donc tout ce qui est nouvelles technologies. Donc finalement, les humanités numériques, c'est utiliser le numérique et les nouvelles technologies pour les sciences humaines et sociales. Donc ça va être par exemple donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc la modélisation des connaissances par exemple, ça va être l'utilisation des bases de données, ça va être les logiciels de cartographie. C'est vraiment des outils qui ont pour vocation de travailler plus efficacement, de travailler plus rapidement, de faciliter le travail du chercheur. En fait, ça permet de travailler d'une autre manière et de pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles aussi dans ces différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Et depuis ta thèse, tu as intégré, l'ENIB, hein, toujours, sur la réalité virtuelle et la médiation? Mmh. Alors en fait, le travail que j'effectue actuellement en tant qu'ingénieure de recherche, c'est un peu le «prolongement» entre guillemets de ce que j'avais fait pendant ma thèse. Donc pendant ma thèse, le but, c'était vraiment de développer un outil qui soit vraiment utilisable par le grand public. Donc là, on était à mi-chemin entre différents domaines puisqu'il y avait l'histoire des sciences et des techniques, il y avait les humanités numériques avec l'ingénierie des connaissances et la réalité virtuelle, mais il y avait quand même un gros volet qui était sur la médiation. Donc finalement, la médiation, c'est se mettre à la place du public et essayer de se poser la question de savoir qu'est-ce que les personnes veulent comme information sur ce système technique. Donc c'est essayer de se placer dans le rôle de la personne qui souhaite avoir des bonnes informations et essayer de sélectionner les informations qui sont pertinentes ou non. Et actuellement, en tant qu'ingénieur de recherche, je travaille sur les projets qui ont donc un lien avec la médiation culturelle. Donc je suis sur différents types de projets. Donc ça me permet de travailler aussi dans des domaines voilà que je ne connaissais pas jusqu'ici. J'ai par exemple travaillé sur un projet avec des archéologues, donc sur la reconstitution d'une maison de l'âge du bronze qui se trouve sur l'île de Molène. Donc c'est la maison de Béguerloued. Donc le but c'était on avait une captation lidar des fondations qui avaient été faites à la fin des fouilles archéologiques. Le site n'était pas valorisable en l'état puisqu'il était vraiment trop proche de la côte et puis bon forcément avec l'érosion
il y avait aucune possibilité de valoriser ce site. Donc, la réalité virtuelle, là, offre une possibilité de valoriser ce site et de présenter ce patrimoine au public. Donc, moi, mon travail, c'était de construire des scénarios de médiation pour le public. Donc, le but, c'était de reconstituer un environnement virtuel, une reconstitution de l'habitat qui soit fiable d'un point de vue scientifique, bien entendu, puisque je l'ai pas précisé, mais le CERF, c'est un centre de recherche, hein, forcément. Donc, toutes les informations qu'on va mettre dans l'environnement virtuel doivent être fiables d'un point de vue scientifique, bien entendu. Et donc, moi, mon travail, c'était de travailler avec les scientifiques qui ont mené les fouilles, essayer de regrouper au maximum les informations, de, entre guillemets, les passer à la moulinette et de construire des scénarios de médiation pour pouvoir transmettre les informations à travers cette reconstitution. Donc, on a finalement développé un environnement virtuel qui reconstitue cet habitat. On a la possibilité d'avoir, entre guillemets, une version où on va déambuler autour de la maison, on va rentrer à l'intérieur, donc une sorte de visite libre, entre guillemets. Et on a la version avec scénario de médiation, où on est, entre guillemets, comme dans une visite avec un guide dans un musée, c'est-à-dire qu'on accompagne, entre guillemets, le visiteur dans sa visite et on lui donne de l'information sur ce qu'il voit, on met en évidence des objets, des parties de la maison et on transmet en fait les informations sur cet habitat. Et la visite se déroule comment avec vous avez des casques, différents ou c'est dans un système, plus large que ça? Alors, pour la visite, on a possibilité donc de découvrir l'environnement avec un casque de réalité virtuelle. On a la possibilité également de visiter cette maison dans un cave. Donc on a beaucoup de chance au CERF puisque nous avons ce dispositif qui est en fait une pièce immersive, c'est-à-dire que on a des écrans tout autour de nous, en dessous de nous, et donc on est vraiment immergé dans l'environnement. Et l'expérience est un peu différente quand on est avec un casque et quand on est dans un cave, puisque dans un casque, on n'a pas la conscience de son propre corps, tandis que dans le cave, on l'a. Et donc, on a la possibilité de découvrir l'habitat comme ça. Et la version avec le scénario, c'est une version sur écran qui peut donc être utilisée en fait avec un groupe, par exemple. Et cette version avec scénario est actuellement visible à la Maison de l'Environnement à Molène. D'accord et c'est purement visuel ou vous rajoutez des effets immersifs, hein? Pour essayer de transmettre un peu ce sentiment d'immersion, parce que c'est vrai que l'ajout de son est très importante quand on est immergé dans un environnement virtuel. Donc pour Bégarloued, par exemple, on a forcément le bruit des vagues, on a les mouettes puisqu'on est forcément à Molène. Voilà. Pour d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, on a pu ajouter d'autres types de sons pour renforcer justement ce sentiment d'immersion. Je travaillais par exemple sur la modélisation du phare de Quérillon dernièrement avec le parc marin d'Iroise. Donc, quand on visite les différents espaces du phare, par exemple, on a la possibilité, par exemple, de déclencher en fait une radio à l'intérieur et on entend en fait des vacations météo de gardiens de phare qui avaient été captées et qui sont authentiques. On a la possibilité également d'écouter des petites capsules audio où on entend les gardiens du phare raconter un peu leur quotidien. Voilà, le but c'est d'ajouter des petits éléments qui permettent de renforcer un peu cette immersion de l'utilisateur dans l'environnement virtuel. Tout en conservant une authenticité, un rapport en fait muséal à ce patrimoine-là. Exactement, en fait, je mets vraiment l'accent sur l'authenticité puisque en fait, on voit énormément de modélisation 3D actuellement. C'est vrai que c'est quelque chose qui attire l'œil. Il y a un aspect un peu, nous on appelle ça un peu l'aspect waouh. Mais quand il s'agit de projets de recherche comme ceci, tous les éléments doivent être parfaitement explicables. C'est-à-dire que si lors d'une démonstration, on me pose la question, par exemple, pourquoi est-ce que le toit a cette forme-là? Il faut que je puisse expliquer exactement pourquoi est-ce qu'il a été modélisé comme ça et sur quelles données scientifiques on s'appuie pour pouvoir modéliser les choses de cette manière-là.
En tout cas, pour la modélisation, on va toujours s'appuyer sur de la donnée vraiment réelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le lidar. Donc là, c'est des données qui sont vraiment fiables puisqu'elles ont été captées sur place. Ensuite, on va s'appuyer sur des archives. Ça peut être des archives vidéo, ça peut être des archives photos, et on essaye au maximum également de travailler avec des experts quand c'est possible. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du travail avec les forgerons, qui mieux qu'eux connaissent finalement ces lieux. En fait, ils sont là pour garantir finalement que ce qu'on modélise est fiable. Et pour le phare de Quérillon, par exemple, on avait fait appel également à un ancien gardien de phare qui était venu tester le modèle, et on a essayé de voir avec lui si ce qu'il voyait était proche de ce qu'il avait connu pendant sa carrière. Et alors? Et ben, les retours étaient plutôt positifs. Tu travailles très essentiellement sur le patrimoine maritime ou tu fais des excursions un peu terrestres, hein? Alors non, c'est vrai que je m'étais pas rendu compte, mais effectivement, je suis toujours beaucoup sur le maritime, mais c'est pas fait exprès. C'est vrai que bon, j'ai travaillé sur l'Arsenal, j'ai travaillé donc sur Bégarouët qui est quand même bon, voilà, sur les îles, toujours dans le maritime. Le phare de Quérillon, toujours dans le maritime, et là actuellement, je travaille sur un projet avec Ifremer. Là, voilà, je bifurque sur la biologie entre guillemets. Je travaille sur la construction d'un outil pour valoriser les récifs d'Hermel, faire connaître finalement cette espèce qui est un petit ver tubicole qui construit en fait des récifs avec des grains de sable. Donc effectivement, oui, je suis souvent sur le domaine maritime. Tu l'as dit, tu travailles au CERV, le Centre européen de réalité virtuelle, hein. Alors le CERV, c'est finalement une entité de l'ENIB. Donc l'ENIB, c'est une école, donc c'est l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Donc c'est une école d'ingénieurs qui est généraliste et qui voilà qui dispense des cours en informatique, en mécatronique, en électronique. Mais en fait, il y avait beaucoup de chercheurs qui s'intéressaient à la réalité virtuelle, et en 2004, le projet du CERV est né, et donc le but c'était d'avoir un lieu qui réunisse des chercheurs de différentes disciplines, mais qui travaillent avec la réalité virtuelle. Donc le but c'était vraiment d'avoir un lieu qui permette de croiser différentes disciplines, encourager un peu le dialogue entre les différentes disciplines. Et donc encore actuellement, on a au CERV des informaticiens, on a des psychologues, on a des spécialistes des sciences de l'éducation, on a des mathématiciens, on a des historiens comme moi. Donc le but, c'est vraiment de réunir des gens qui travaillent avec des dispositifs communs. Donc on a différents types de dispositifs, hein. Ça va du casque de réalité virtuelle aux interfaces tangibles, on a des robots également. Mais le principe du CERF, c'est que c'est à la fois un lieu de recherche, un centre de recherche, et aussi une plateforme technologique. C'est-à-dire que la plateforme technologique peut permettre en fait à des entreprises, par exemple, d'utiliser les dispositifs que nous avons. Il va fêter ses 20 ans. Voilà, on fête nos 20 ans cette année, et donc au mois d'octobre, on organise un événement qui sera ouvert au public. Donc il y aura une campagne de communication pour pouvoir prévenir les gens que nos portes seront ouvertes, et on fera découvrir au public du coup ce qui se fait au CERV, les différents dispositifs qui sont dans nos lieux, et on pourra également donc tester différents dispositifs, et on mettra en place différentes démonstrations au public. On pourra par exemple tester le cave dont tu parlais. Exactement, exactement, oui. Et ça consiste en quoi exactement ce dispositif, hein? Alors, je serai pas aussi précise que mes collègues qui sont spécialistes vraiment, mais le principe du cave, ce sont des écrans en fait où il y a des vidéoprojecteurs derrière. Il y a différentes caméras, et en fait, quand on rentre dans le cave, on a des lunettes avec des petits capteurs sur les lunettes qui indiquent en fait aux écrans et aux caméras où on se trouve dans l'environnement. Et en fait, les écrans et l'environnement virtuel va bouger en fonction de notre position. Et du coup, on a l'impression vraiment d'être immergé dans un environnement, puisque en fait, des images bougent en fonction de notre position
dans la pièce. D'accord. Donc le le principe est vraiment très impressionnant puisque comme je le disais tout à l'heure, là on est immergé dans un environnement et on a la conscience de son corps, ce qui renforce vraiment ce sentiment d'immersion qu'on n'a pas, totalement avec, un casque de réalité virtuelle. Tout à fait, ouais. Quels sont les projets que tu as en vue, ou peut-être pas encore, engagés, mais les directions que tu aimerais prendre pour la suite? Bah, déjà si je pouvais continuer à faire ce que je fais actuellement, ça me plairait beaucoup parce que c'est vrai que je trouve, mon métier très enrichissant puisque j'ai la chance finalement de travailler avec des personnes qui viennent de différents univers et peu importe le projet, j'apprends, toujours énormément de choses, en fait, comme je suis, en fait, l'évolution du projet depuis, ben, l'émergence de ce projet jusqu'au rendu final. Ça me permet finalement de suivre les différentes étapes et surtout de dialoguer avec les personnes qui souhaitent développer ces outils-là. Donc ça m'a permis de travailler avec des archéologues, de travailler avec, des biologistes, enfin voilà, ça me permet d'apprendre vraiment tous les jours et je trouve, ça hyper intéressant de pouvoir apprendre, des nouvelles choses, constamment et aussi ça me permet, bah, de travailler, avec, mes collègues qui sont, informaticiens et j'en apprends vraiment tous les jours. Ça me permet de développer mes compétences aussi, en informatique et je trouve ça, très enrichissant. Donc si je pouvais continuer à travailler, dans cette voie et continuer à produire, des outils, pour le public, ce serait formidable. Et si des personnes, qui t'écoutent, se disent: «Ah tiens, ça c'est vraiment, un truc que j'aimerais bien faire, hein, de la réalité virtuelle, de la médiation et cetera». Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Quelle formation suivre? Quel axe adopter? Alors déjà, je pense que si on me posait la question, 10 ans en arrière, j'aurais jamais imaginé que j'allais travailler, dans ce domaine-là, en fait. C'est vrai que ça s'est fait, un peu, pas par hasard, hein. C'est vrai que j'ai toujours été intéressée par les nouvelles technologies, par, le numérique, de manière générale. Mais c'est vrai que de travailler dans un laboratoire, de recherche, plutôt centré sur l'informatique, c'est vrai que moi, en tant qu'historienne et vraiment, provenant, des SHS, pur et dur, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé pouvoir, «bifurquer» entre guillemets, dans ce sens-là. Hem, pour ce qui est de la médiation culturelle, je me suis fait entre guillemets «mon expérience», à côté de mes études. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours été très intéressée par le domaine, de la culture, des musées et donc pendant les étés, quand j'étais étudiante, j'étais médiatrice culturelle donc je faisais visiter des expositions d'art contemporain donc voilà, je me suis fait un peu mon expérience, comme ça, en fait, sur le terrain. Après, c'est vrai que j'ai prolongé, mon apprentissage avec la thèse, forcément. Je pense que, si quelqu'un, voudrait faire ce travail-là, je pense qu'il faudrait, vraiment essayer de développer ses compétences en humanité numérique, essayer de, voilà, de développer ses compétences en ingénierie des connaissances, en modélisation des connaissances, essayer éventuellement, de se former, à la modélisation 3D. Mais surtout le plus intéressant, je trouve, c'est de pouvoir, trouver, des gens avec qui, dialoguer, poser des questions. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup permis de de «m'améliorer dans mon travail» entre guillemets, de discuter autour de moi avec mes collègues et qui sont soit spécialisés pardon, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, enfin voilà, le but c'est vraiment d'essayer bah, de se former avec les personnes, qui nous entourent, quoi. Ces dispositifs, tu les i pour toi, c'est du travail, il reste sur le lieu de travail, ou une fois rentré à la maison, tu remets ton casque et tu repars dans un monde augmenté? Alors, j'ai gardé des mauvaises habitudes de la thèse. C'est vrai que la thèse, c'est vrai qu'on mange thèse, on dort thèse, donc voilà, c'est un travail qui ne quitte pas vraiment et c'est vrai que, j'ai un peu gardé, cette habitude avec mon travail actuel, mais je prends le bon côté de la chose, c'est-à-dire que je suis tellement passionnée par, ce que je fais que, effectivement, me remettre, dans l'écriture de mes scénarios de médiation, le soir quand j'ai quitté le bureau, ça me pose pas vraiment de problème parce que vraiment
je fais le travail que j'aurais vraiment souhaité faire il y a quelques années, quoi. Donc je m'éclate vraiment et c'est pas du tout un problème pour moi, quoi. Mmh. Je le quitte pas vraiment parce que je suis contente de pas le quitter, quoi. Et avec un casque? Je n'ai pas de casque à la maison. Tu as pas de casque à la maison. Toi, tu prépares tout ça, tu scénarises, tu réfléchis à ce que ça va donner. Voilà. En fait, je travaille vraiment, avec mes collègues, qui sont vraiment, eux, pour le coup, vraiment sur, l'informatique, qui sont vraiment, dans le développement informatique. En fait, moi, mon travail, ça va être vraiment d'écrire un scénario, Mmh mh. de leur dire: «Bah, voilà, je souhaiterais ça dans l'environnement virtuel» et c'est eux, avec leurs compétences, qui vont, permettre, bah, de donner vie, à mon scénario de médiation. Mmh. Donc en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans ce travail-là, c'est, le dialogue entre, toutes les parties d'un projet. C'est, le spécialiste qui va nous dire ce qu'il veut, ça va être, moi qui vais, proposer un scénario de médiation et qui va faire des allers-retours avec les spécialistes et c'est ensuite, mes collègues informaticiens qui vont permettre de donner vie à mon scénario dans l'environnement virtuel. Mais je suis pas dans le développement informatique, à proprement parler. Enfin, tu es pas dans cette étape-là du développement informatique. Non, 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 non. Mais éventuellement, peut-être qu'un jour, je m'intéresserai davantage à cette partie-là parce que finalement, à force de voir mes collègues travailler, c'est vrai que je me dis que ça pourrait être intéressant de pouvoir développer mes compétences, de ce côté-là, donc c'est éventuellement une direction, que je pourrais, emprunter dans les années à venir, si j'ai le temps de me former. Merci beaucoup Marie-Morgane Abivin. Bah, il y a pas de quoi. Merci à vous. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.